Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog avec pour thème une journée avec mon vigneron. Je vous emmène partout aujourd'hui pour cette journée de vendange. Le vlog vigneron, découvrez notre quotidien pendant les vendanges, de la vigne au cuvage. Donc aujourd'hui, j'ai la tête dans le cul. Donc aujourd'hui, on va finir nos pinots. Il reste une petite heure à couper pour les bourgognes rouges. Et puis on va attaquer les gamets pour commencer par une cuvée de rosé. Donc aujourd'hui, on va faire 2 cuvées dans la même journée. C'est parti. Le mec qui va au boulot le matin. Donc vous allez le voir, comme d'habitude, hein, quand on fait les vins tranquilles, on a une benne de montée sur l'avant de l'enjambeur. Donc on met le raisin dedans et après on décharge dans une grosse benne. Et vous allez voir, on vous a fait quelques plans hier. On va vous mettre ça pour illustrer. Oh, les références musicales, là Philippe, tu me déçois là. Bonjour Michel. Salut Oh, la ma vache. chérie. Oh, j'avais que ça en tête pour l'instant. Bah si, je te dis bonjour de loin. Bah, je sais pas. Ouais, c'est bon, on excusera parce que c'est le matin. Voilà, c'est chaud, j'ai encore un petit peu la tête dans le sac. Donc là on se retrouve au cuvage, il est un petit peu avant 14 h. On a fini de manger, donc là je vais décharger les quelques pinots qu'on a coupés ce matin. Donc effectivement il restait plus grand chose. Donc voilà, mais bon, ça évitait de finir trop tard. Et puis de toute façon il fallait qu'on retourne sur cette parcelle pour faire les gamets. Donc là on a fini ça, on a commencé à remplir une benne de gamets. Donc pendant qu'il continue de remplir la benne de gamets, moi je vais décharger ces pinots pour compléter ma cuve, faire tout ce que j'ai à faire sur ma cuve, prendre les densités, mettre la dose de SO2 que je dois mettre. Allez, je vous montre tout ça. Donc là c'est des jolis pinots, ils n'étaient pas trop abîmés, même assez peu abîmés. Donc je vais mettre en grappe entière pour compenser un petit peu les cuves que j'ai remplies sans aucune rafle. Donc j'utilise uniquement le tapis, je mets les rafloirs de côté.
Donc là j'avais fermé hier parce que la cuve était pas complète, j'avais pas mis mon système de grille. Donc j'ai fermé tout simplement pour éviter l'oxydation. Donc là ça y est, on a fini de décharger les derniers pinots, la cuve est pleine. Donc je vais finir d'étaler ça dans la cuve. Bref, tout préparé pour pouvoir accueillir maintenant les rosées. Donc il faut que j'amène le pressoir, que je le mette en place. Et puis éventuellement si j'ai le temps, j'ai encore mes grilles à mettre sur les pinots. Donc voilà un petit peu le travail qu'on va faire maintenant. Les premières choses, on fait de la place. Donc là, il faut qu'on finisse de mettre en place le tapis. Donc on allume le pressoir pour le mettre dans la bonne position. Donc là, ce que vous entendez, c'est pas qu'il se met en route, c'est qu'il fait le vide pour que la membrane soit bien plaquée sur l'extrémité pour pouvoir le faire tourner. Bon alors là... On dirait qu'il va exploser, c'est normal? Voilà, les petites sécurités, c'est parti. Allez, donc là, petit rinçage du pressoir. Hein. Bon, il avait été lavé, frotté il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant. Donc, il y a un petit peu de poussière qui s'est redéposée dessus. Quelques insectes qui sont venus. Donc voilà, rincer vite fait, sans trop consommer d'eau. Mais un minimum pour que le matériel soit bien propre. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre qu'il s'égoutte. Je vais finir de m'occuper des rouges qu'on vient de rentrer. Là, rien de compliqué, je vais juste étaler la vendange qui forme un cône dans la cuve. Voilà. Comme ma cuve est complète, je vais sulfiter. Je vais sulfiter 5 grammes par hecto. Et après, je vais fermer le chapeau en attendant pour pas que le vin s'oxyde. Comme je suis tout seul, je vais pas m'embêter à mettre la grille. Je la mettrai quand j'aurai quelqu'un pour me donner un coup de main. De toute façon, il n'y a rien qui presse. Hein. On vient seulement de finir de la remplir aujourd'hui. Donc j'ai plusieurs jours avant qu'il soit vraiment nécessaire de mettre la grille. Dans cette cuve, j'ai environ 17 hectos de vendange. Ce qui devrait me donner plus ou moins 14 hectos de vin fini. Donc j'ai 14 hectos de vin à sulfiter. Je vais sulfiter à 5 grammes par hecto, ce qui me donne 700 ml de solution sulfureuse à ajouter. Allez, je fais ça. Une fois que c'est dosé, quand je suis vraiment à la bourre, je perds pas trop de temps, je balance mon SO2, j'essaye de le répartir sur toute la cuve. Quand j'ai un peu plus de temps comme là,
ce que je fais, je tire un petit peu de jus, je le dilue dans un volume de jus, un bon seau, histoire d'essayer de le répartir de la manière la plus homogène possible dans la cuve. C'est cette solution la meilleure, mais bon, des fois quand on est un peu à la bourre, il faut faire de manière rapide. Allez, je vous fais ça. Donc là, comme j'ai quand même un volume assez important à mettre, eh ben, je vais le faire en plusieurs fois. J'en mets une quantité comme ça que je vais vider dans la cuve. J'en profite aussi pour prendre la densité, pour en déduire le degré potentiel de cette cuve. Donc pour ça, il me faut du jus dans les prouvettes et le mustimètre. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu flou. Mais on est à un bon 12, presque 12,5. Mais pour plus de précision, j'utilise vraiment la densité. Et après, j'utilise une table de conversion. Donc là, ça fait trop, vous le voyez pas, mais j'ai un vin qui fait 1089 de densité. Il faut regarder aussi la température parce que la densité est complètement liée à la température. On établit le vin, donc il n'y a pas de correction à apporter. Donc avec notre table qui est fournie avec le mustimètre. Donc on voit ici que le mustimètre il est étalonné pour fonctionner à 20 degrés, donc pas de correction à ajouter. Donc j'ai dit 1089. 1089 qui donne environ 12,51. Ça c'est un chiffre standard qui est calculé pour un rendement moyen de 16,83 g de sucre pour faire 1 degré. Sachant que nous on fonctionne plus un rendement en alcool autour des 17 g de sucre pour faire 1 degré. Donc là, je fais un petit calcul. Je sais qu'à 1089, j'ai 210 g de sucre. Donc je divise 210 par 17 et je vais avoir mon degré final probable. Et voilà, 12,35. Donc en théorie, si tout va bien, même avec les pertes liées aux fermentations, si on n'a pas trop de pertes liées au rendement en sucre des levures, on doit avoir un degré final autour des 12,35. Voilà, donc là maintenant j'ai ça je vais le noter, c'est important, comme ça me permet de comparer entre ce qui est prévu et les analyses finales. Comment je me situe, le rendement énergétique, le rendement en alcool de mes levures. Donc voilà pour ça je note sur mes fiches comme d'habitude. Maintenant je peux fermer ma cuve, je vais pas mettre la grille tout de suite, je suis tout seul, je vais pas m'embêter avec ça. Je vais la fermer pour pas qu'elle prenne l'oxydation. Et je vais préparer le pressoir et le tapis pour accueillir les raisins qui vont participer à la fabrication du rosé. Bon, vous entendez un petit peu de bruit derrière moi là. J'ai mis à refroidir mes cuves, vous voyez là la condensation qui se forme parce que les deux dernières cuves que j'ai rentrées étaient un petit peu trop chaudes. Donc voilà, je les refroidis. Voilà, ça y est, le pressoir a fini d'égoutter, donc je vais le mettre en position pour que je puisse atteindre les deux sorties de drain que vous avez en haut pour mettre les bouchons parce que comme je vous ai dit, on va faire du rosé. Donc pour le rosé, il faut que le jus reste dedans pour que ça macère, pour que les pigments contenus dans la peau migrent dans le jus. Alors contrairement au rouge, on ne le laisse pas une quinzaine de jours parce qu'on ne veut pas que le jus soit rouge, on veut juste un jus rosé. Donc là, il va rester une vingtaine d'heures, donc on le pressurera que demain matin. Donc là voilà, les bouchons se mettent dans cette position. Ça permet de garder le maximum de jus et garder le jus permet d'éviter une oxydation trop importante en plus d'apporter plus de couleur au vin.
Allez, donc là il est 21 h, et ben on va se mettre à décharger parce qu'on a eu une petite succession d'emmerdements. Il faut bien le dire, on va vous mettre les stories. On a fini juste avant l'orage, on a fini à 6 h de vendanger, on voyait l'orage arriver, donc on s'est précipité pour venir mettre les bennes à l'abri. Donc ça, on a réussi à rentrer nos 2 bennes du jour à l'abri, ça c'était pas le souci. Mais on a perdu du temps pour 2 choses. Déjà l'orage, chose exceptionnelle, il nous a coupé l'électricité, donc sans électricité, c'était problématique pour pouvoir travailler. Et puis deuxième chose, petit problème matériel, alors c'est pas grand chose, mais ça emmerde bien. Voilà, donc le treuil du tapis a lâché, donc on a fait un petit atelier bricolette avec notre palan. Donc voilà, petite soirée mouvementée, donc du coup on a la bourre, voilà, il est 21 h, on n'a pas de vendange de rentrée, donc on s'y met maintenant. Sachant que du coup on a fait des bourgognes rouges ce matin, on a une benne de macon rosé, donc ce qui était prévu, et puis comme on a eu le temps de couper un petit peu plus de gamay, on a un début de cuvée de macon rouge, donc là on fait rosé et macon rouge à rentrer. Donc là on rentre en premier nos macon rouge, alors on n'en a pas beaucoup pour aujourd'hui, hein, parce que bon c'était la fin de journée, on a eu le temps de faire entre guillemets que ça, mais c'est pas grave, on complétera la cuve demain, mais en tout cas il faut quand même l'encuver, à ne pas confondre l'encuvage et l'enculage, bien entendu. Oui, il se fait tard. Bon, tu couperas. Donc on va encuver le peu de macon rouge qu'on a, et puis on va mettre les rosés dans le pressoir à macérer, comme ça ils vont macérer toute la nuit, et puis on pressurera seulement demain matin. Ça maintenant, j'ai plus le goût. Putain, tu m'étonnes. J'ai plus le goût. Mais bon, allez, c'est pas tout. Bah après les pizzas là. Ah putain, ah puis je m'en suis fait péter le bidon. Bon bah voilà, on n'a pas traîné, il nous a fallu 10 minutes pour vider le peu de raisin qu'on avait, c'est fait. Maintenant on passe au rosé. Donc ça y est, notre pressoir est plein, plein ou presque, hein, disons c'est la quantité à peu près que je voulais faire en rosé. J'espère en tirer 9 hectos de jus. On va retirer le matériel, on va tout laver. Je vais fermer le pressoir. Comme je vous avais dit, j'ai fermé les bouchons dessous. Donc là, il y a le jus, la vendange, tout va macérer toute la nuit dans le pressoir.
Je vais mettre une petite dose de SO2, petite. Enfin, comme il y a quand même pas mal de pourriture, je vais mettre 5 grammes hecto comme sur mes rouges. Donc là, le SO2 là a vraiment un double but d'un point de vue gustatif, d'éviter une oxydation du vin, d'éliminer les levures et les bactéries qui pourraient potentiellement abîmer le vin. Et là sur du rosé, paramètre plutôt important, c'est que la dose de SO2 que je mets comme ça sur le pressoir, le raisin va rester comme ça pendant environ une vingtaine d'heures. Le but c'est que l'oxygène ne vienne pas oxyder la couleur pour avoir un rosé qui se rapproche d'un rouge plutôt que d'un orange. Voilà, donc je prépare ma dose de SO2, je la mets sur le pressoir et je referme. Donc là j'ai ma dose de SO2, je vais la répartir un petit peu dans le pressoir. Alors je peux pas le faire comme je vous ai montré avant avec les rouges parce que je peux récupérer du jus sous ma cuve. Là j'ai pas accès facilement pour récupérer du jus. Donc ce que je fais, je le répartis un petit peu dans le pressoir et je vais faire des mouvements au pressoir pour essayer d'homogénéiser un petit peu tout ça. Je vais pas faire un tour complet parce qu'il n'est pas étanche, donc il risque de se vider d'un côté dans la main. J'ai pas intérêt à ce qu'il se vide puisque moi ce que je veux c'est garder tout le jus. Donc je vais juste faire des demi-mouvements pour que ça brasse un petit peu la vendange mais sans vider le pressoir du jus. Donc avant de le mettre en mouvement, bien penser à fermer les portes. Ça évite de le décharger sans le vouloir. Et d'avoir à le recharger à nouveau. Donc les portes sont fermées, je peux le faire pivoter. Et merde. Je suis allé trop loin. Donc là voilà, j'ai fait la connerie que je voulais pas faire. Je suis allé un petit peu trop loin. Comme il y avait pas mal de jus dans le pressoir, j'ai vidé du jus. C'est pas grave, je vais reprendre les quelques seaux qui sont allés dans la main et puis les remettre par-dessus. Donc voilà, là c'était l'exemple concret d'une coterie à éviter de faire, surtout quand il est déjà 10h30. Attends. Donc du coup, quitte à faire une connerie, autant la rendre utile. J'en profite pour prendre la densité, ce que je pouvais pas faire. Et puis l'avantage, c'est que ça m'aura bien brassé le SO2. Donc, bon, c'est pas si mal. Il est pas si coloré que ça. Bon, je vais pas m'amuser à appliquer des corrections maintenant, faire les calculs, mais là sur la règle graduée ça indique un peu plus de 12,5. Donc là avec les corrections on va être je pense autour des 12,5. Donc ce sera nickel. Voilà, c'est la conclusion. Bon allez, cette fois je referme et j'y touche plus. Voilà, donc la journée touche à sa fin. J'ai nettoyé tout le matériel donc suite à la vendange qu'on a rentré. Hein. Pas de gros nettoyage. Vous allez voir, il reste peut-être quelques petites baies, des choses comme ça qui traînent. C'est pas dramatique. Hein. Le but c'est que le matériel rincé le plus gros. Parce que si on ne le fait pas, eh ben ça s'accumule pendant toutes les vendanges. Ça sèche et après c'est innettoyable. Alors que là, en passant un coup d'eau tout de suite après, la grande majorité s'en va tout seul, donc c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Donc le nettoyage c'est bon pour aujourd'hui. J'ai fait mon tour des cuves, donc regardez que tous les bouchons soient mis, les vannes bien fermées. Ça peut paraître bête, mais des fois un robinet de dégustation où on a voulu faire une prise de densité, quelque chose comme ça qui resterait mal fermé. Bon, généralement on s'en rend compte tout de suite. Mais bref, le soir, quand je pars, j'aime bien vérifier que tout soit bon, des choses bêtes, hein. Mais ouais, ça paraît con que je vous parle de ça, mais
Regardez les robinets d'eau parce qu'ici à la cave on a naturellement 5 barres à la sortie des tuyaux, donc il s'agit pas de laisser un robinet ouvert parce que malheureusement si on a un tuyau qui pète la nuit, je vous raconte pas le volume d'eau que ça peut très vite représenter. Donc du coup voilà, vérification que tout se passe bien, que tous les chapeaux, ceux qui doivent être gonflés sont gonflés, en bonne position, que tout soit fermé, qu'il n'y ait rien qui coule, voilà, parce que ça peut vite être dramatique, hein, on peut vite perdre le contenu d'une cuve. Le pressoir, lui, il va passer tranquillement la nuit. Donc il va attendre, je vous ai dit une vingtaine d'heures, je ne sais pas si je vais vraiment attendre 20 heures parce que l'année dernière, le rosé était un petit peu trop coloré. Bon là, ça semble être quand même bien moins, les jus sont déjà moins colorés de base. Je vais peut-être attendre une vingtaine d'heures, peut-être un petit peu moins, mais ça je verrai demain matin. Donc voilà, tout est prêt, il est 11h moins le quart, il est temps d'aller se coucher. Je vous dis à demain matin. Alors c'est vrai, dans ce vlog là, on ira un petit peu plus que qu'une seule journée. Parce qu'une cuvée comme le gamay, en gros, il faut 2 jours pour la faire. On le vendange, on le met au pressoir. Après, il y a le temps de macération et on ne le pressure uniquement que le lendemain pour pouvoir extraire un minimum de couleur. En attendant, bonne nuit, on se retrouve demain. Nous revoici à la cave, il est 17h30. Aujourd'hui, on a fait des macons rouges. Hein, vous voyez derrière moi, on a le matériel de sortie. Voilà, donc j'ai raflé. Puis on a les 2 tapis parce que pour aller au fond, on a besoin de 2 tapis. C'est aussi simple que ça. Et puis voilà, j'attends la 2e benne de la journée pour compléter ma cuve. Donc comme je vous ai dit, on allait suivre plus précisément le macon rosé. Donc le pressoir est prêt, il n'a pas bougé depuis hier. Donc là il est 17h30, ça fait 19h. Je vais le lancer, ça fait pas 20h, mais ça me permettra de finir un petit peu plus tôt ce soir. Et puis on n'est pas à 1 heure près. Donc voilà, je vais le mettre en route. Ici, vous pouvez le voir, j'ai tout raccordé. Bon, c'est un petit peu bordélique que je vous l'accorde, mais je suis obligé de faire travailler mon pressoir. D'habitude, je fais travailler mon pressoir au milieu de la cave quand je fais que des blancs. Comme ça, c'est plus facile à manœuvrer. Voilà, tout est prêt. Aujourd'hui, comme je fais 2 choses en même temps, j'ai mes rosés qui attendent d'être pressurés et je rentre mes macons rouges. Donc, il faut bien que je fasse un peu de place. Donc, du coup, j'ai mon tuyau rose là. Ça, c'est celui qui va récupérer le jus dans la main du pressoir et qui va l'emmener sur ma cuve en fibre là qui est juste derrière. Vous avez le tuyau d'air, bien sûr indispensable pour que le pressoir puisse gonfler la membrane. Et puis bon, bien sûr, hein, comme tout matériel, le câble noir, le câble électrique pour alimenter le pressoir. Donc avec le tuyau, vous voyez derrière moi la pompe bleue. Donc elle travaille de manière autonome avec le pressoir, c'est le pressoir qui la commande. Donc c'est ce qui fait que là je peux lancer tranquillement mon pressoir. Je vais être là pour le surveiller, mais en même temps j'aurai pas besoin d'y toucher. Là d'ici une demi-heure, j'ai ma benne de macon rouge qui va arriver. Donc je pourrai tranquillement décharger ma benne pendant que le pressoir tourne tout seul. Allez, on va mettre ça en route. Donc là, bon, j'avais pas fait la mise à 0 pour la sécurité. Voilà. Donc là, ce que vous entendez, le bruit, c'est il fait le vide. Comme je l'avais éteint, des fois la membrane, elle n'est pas tout à fait mise sous vide. Donc avant de rentrer en mouvement, le pressoir fait une mise sous vide pour ne pas arracher la membrane, pour qu'elle soit bien plaquée contre le bord du pressoir. Voilà, donc la mise en sécurité est faite. Donc maintenant, je vais aller rechercher mes programmes de pressurage. Voilà, donc comme toutes les années, ça n'a pas changé. Tout est préenregistré. Voilà, si je vais dans le bon menu, ça va beaucoup mieux. Donc là, j'ai toujours mon programme de chardonnay, mon programme d'aligoté et mon programme de rouge. Alors,
Moi, pour faire les rosés, je choisis le programme d'Aligoté. Alors vous allez vous dire, bon, il est complètement con, il prend son programme d'Aligoté pour faire du rosé. Bon, pourquoi? Parce que je trouve que le rosé et l'Aligoté sont deux raisins assez faciles à extraire des jus et ils ont des rendements jus supérieurs au chardonnay et au pinot. Donc on a besoin de pressurer moins fort pour pouvoir extraire les jus. Si je prenais par exemple le pressurage de chardonnay, le chardonnay il faut pressurer plus fort avec des cycles un petit peu plus longs. Donc je risquerais de brasser, d'extraire des gouttes vertes qui ne sont pas souhaitables. Donc là, le programme Aligoté, c'est un programme un petit peu plus court, un petit peu moins fort, donc qui évitera d'extraire tous ces goûts herbacés liés au rafle, à la peau. Voilà, c'est pour ça que je prends celui-là. Je prends pas le programme rouge parce que lui, le programme rouge, il est destiné aux rouges, mais qui sortent de cuvaison, après 15 jours de cuvaison. Là, si j'utilisais ce programme, lui, à l'inverse, autant le chardonnay, il pressure un petit peu plus fort. Par contre, le programme en rouge, lui, pressure beaucoup moins fort. Le pressoir ne dure qu'1 heure et demie au lieu de 2 heures et demie parce que les raisins, une fois sortis de cuve, on a beaucoup plus de facilité à extraire le jus. Donc, on a moins besoin de pressurer fort. Et la même chose, si on brassait trop la vendange, si on pressurait trop fort, on extrait des goûts herbacés qui sont vraiment néfastes pour le vin. Voilà pourquoi ce choix. Maintenant, tout est en place. On a bien le bon programme. Donc là maintenant, c'est parti pour 2 heures de pressurage. Là, vous allez le voir, il tourne. On entend. Donc là, vous voyez couler les premiers jus. Ils sont bien rosés, donc on devrait avoir la couleur suffisante. Donc ça, c'est le premier cycle d'égouttage. Il va laisser s'égoutter tranquillement. Et après, il va commencer le pressurage. Allez, on se retrouve à la fin du pressoir. Bon, pour le nettoyage, il faut s'équiper, tenue de pluie complète parce qu'il faut rentrer dans la cage. Et bon, avec le jet, on s'en fout partout. Donc voilà, et je rentre dedans et il sera tout propre. Donc là, ça y est, le pressoir a fini. Bon, ça fait un petit moment qu'il a fini, hein. Il lui a fallu 2 heures comme prévu. Pendant ce temps-là, comme je vous ai dit, j'ai rempli ma cuve derrière de Mâcon rouge. Je viens de tout laver. Tout est prêt pour demain à être mis en place pour finir de compléter cette cuve. Je vous montre là, voilà, j'ai fait une bonne dizaine d'hectos de Mâcon rosé. Donc voilà, donc là le plus gros du travail pour nos Mâcon rosés est réalisé, hein. Ils ont macéré, ils sont sortis assez rouges encore cette année. Alors ils vont perdre la couleur, hein, ils vont pas rester rouges comme ça. Mais c'est vrai que j'étais un peu surpris, je pensais pas qu'avec une année pluvieuse comme ça, on puisse avoir une concentration en couleur à ce point-là. Pour l'instant, il va rester en cuve comme ça pendant 24, 48, voire 72 heures, tout dépend comme ça va évoluer. Après, sous-tirage pour enlever toutes les bourbes, les lies grossières. Et puis, on attendra plusieurs semaines ou peut-être seulement une quinzaine de jours si les fermentations veulent bien se faire rapidement. Et puis, les vinifications en elles-mêmes seront finies. Après, on passera à l'élevage.
Donc voilà, je vais pas aller plus loin pour cette vidéo qui sera déjà bien assez longue étant donné qu'on a couvert plus de 24 heures, 2 journées de vendange. Pour ce qu'il en est des vinifications, ça soit vous allez sur les vidéos précédentes où on en a déjà pas mal parlé, notamment du rosé. Pour ceux qui se posent la question, pourquoi on fait du rosé ici au domaine, c'est vrai que le rosé est assez peu répandu par chez nous, hein, on n'est pas une région arrosée. On a le droit d'en faire, hein, on a une appellation, le Mâcon rosé à base de cépage gamay. On peut aussi faire du Bourgogne rosé à partir de cépage pinot. Moi je fais pas de Bourgogne rosé parce que j'ai assez peu de pinot sur exploitation, sachant que les pinots on les valorise très bien en Bourgogne rouge. Ce serait une aberration économique de faire du rosé à partir de pinot. Par contre pour le gamay, c'est un cépage qui vaut moins d'argent et moi ça m'a créé un débouché d'en faire. J'ai commencé à en faire pour la première fois en 2014. On avait un tout petit volume, voilà, j'ai commencé avec 4 hectos. Cette année j'arrive à une dizaine d'hectos. Il m'en fallait, j'ai fait un poil plus, j'ai fait 1 hecto, un demi hecto de plus que ce que j'avais prévu. Mais bon, c'est toujours difficile de voir la quantité de vendange exactement qu'on va mettre dans le pressoir, comme on n'a pas de balance. Bon là je me disperse un petit peu du sujet de cette vidéo, mais c'est vrai je pourrais vous faire une vidéo sur le sujet. Pour résumer, pourquoi on fait du rosé, c'est principalement d'un point de vue économique, pour essayer de trouver un débouché à nos gamay. Et puis la deuxième chose, c'est que j'aime bien essayer des choses et puis varier un petit peu mon travail. C'est une vinification différente du reste. Donc voilà, moi ça me plaît de varier un petit peu les choses et de proposer aux clients une palette de vins assez complète. Donc j'espère que cette vidéo sur une journée de vendange, ou du moins sur la vendange d'une de nos cuvées, en l'occurrence nos Mâcon rosés, vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.